Bonjour, je suis Georges Belger, IBM France. Je travaille chez IBM à développer des solutions nécessitant de l'ingénierie cognitive pour la mise en œuvre d'intelligence artificielle, de systèmes cognitifs pour nos clients et notamment beaucoup dans le domaine de la santé. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'apport de l'intelligence artificielle, des systèmes cognitifs et de Watson, justement dans la santé et dans le domaine, pourquoi pas, de la psychiatrie. Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument ravi d'être là aujourd'hui. Je remercie la Fondation de l'opportunité qui m'est donnée de passer un moment avec vous pour discuter de sujets qui sont extrêmement importants, intéressants et je pense qu'on va faire un beau voyage ensemble. Alors je vais me présenter, si la machine me laisse me présenter. Donc je suis Georges Belger, donc chez IBM France et j'ai 3 activités chez IBM. La première, c'est de travailler avec nos clients, notamment dans le domaine de la santé, sur tout ce qui concerne l'ingénierie cognitive, alors au sens cognitif, pas médical, mais au sens de développement d'intelligence artificielle au service donc des professionnels pour les aider à prendre des bonnes décisions à partir des technologies que je vais évoquer avec vous. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième point, je développe la synergie et la collaboration scientifique entre IBM, ses laboratoires de recherche et le monde académique et le monde de la recherche en France sur ces sujets, ce qui m'amène à être enseignant. Et le troisième point, j'anime un pôle d'experts, de mathématiciens, de statisticiens, de data scientists en France, justement, pour travailler auprès de nos clients, notamment dans la santé, sur ces sujets. Voilà. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet, si la machine me laisse passer, mais je vais me mettre plutôt là, voilà, ça sera un petit peu mieux. Alors, pardon, excusez-moi. Voilà, je pense que je suis calé. Alors, on est en train de vivre là, en ce moment, une véritable révolution technologique. Et je pèse mes mots quand je dis ça. On rentre dans ce qu'on appelle l'ère cognitive, qui a démarré depuis 2011. Précédant cette ère, il y a eu donc 2 ères qui étaient la toute première ère dite des machines mécanographiques, où finalement les machines, elles étaient en mesure finalement d'apporter du traitement, je dirais, sur des... comment dirais-je, pas sur de l'information, mais sur des data, pardon, je cherchais l'expression. Et ces machines, elles avaient la particularité d'être programmées en usine, et quand elles sortaient de l'usine, elles ne savaient faire que ce pourquoi elles avaient été programmées. C'était extrêmement rudimentaire, extrêmement simple. À partir de 1950, on s'est retrouvé avec des machines que vous possédez tous aujourd'hui, qui sont des machines qui sont programmables. Et vous allez voir un petit peu la différence entre ces différentes aires. Et la troisième, qui est effectivement l'ère cognitive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on regarde un petit peu en détail? Eh bien, les premières machines, finalement, elles manipulaient de la donnée, et puis les utilisateurs, les professionnels qui exploitaient la donnée, devaient les interpréter pour pouvoir dégager de l'information. Et puis, la deuxième ère a fait en sorte que finalement, les machines étaient capables de, bien sûr, manipuler la donnée, interpréter de la donnée et finalement faire du traitement de l'information. Vous avez tous entendu parler des systèmes de traitement de l'information. Tout simplement parce que, en fonction des programmes qui ont été développés pour ces machines ou qu'on développé pour ces machines, elles étaient en mesure d'avoir des traitements qui étaient appropriés en fonction de la nature des données et être en mesure de pouvoir les interpréter. Aujourd'hui, on se retrouve face à une situation et par rapport à ça, l'humain prenait le relais au travers de son expérience et compte tenu du contexte dans lequel il était en mesure, à partir des informations produites par les machines, de pouvoir dégager de la connaissance et à partir de cette connaissance, pouvoir réaliser ses fonctions, son activité professionnelle et prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui, on est confronté à un problème extrêmement important, c'est qu'on est tous producteurs d'informations, de data, et on est tous submergés de data qui nous arrivent d'un petit peu partout. Et donc on n'a absolument plus la capacité à l'échelle humaine de pouvoir nous-mêmes dégager cette connaissance. Et donc on va demander aux machines de faire elles-mêmes ce travail à partir de la quantité énorme d'informations produites et utilisées, comment faire en sorte que finalement la machine elle-même puisse dégager la connaissance pour qu'au-delà de cette connaissance produite, nous n'ayons plus qu'à prendre les bonnes décisions qui vont bien, à partir de notre jugement et de notre action. Et ça, c'est l'expertise après qui prend le relais. Et donc cette ère dite cognitive, c'est justement la possibilité de pouvoir s'appuyer sur ce que les machines vont pouvoir dégager comme connaissance pour pouvoir, nous, après, prendre les bonnes décisions, vous, dans vos activités professionnelles, de pouvoir prendre les bonnes décisions. Vous allez voir les applications dans le domaine notamment médical. Alors, tout ça s'est rendu possible grâce à quoi?
à la convergence de 4 technologies. Alors, peut-être vous avez entendu parler, donc c'est les nanotechnologies, j'y reviendrai brièvement, les biotechnologies, l'informatique et les sciences cognitives. Alors les sciences cognitives au sens très précis de, on comprend mieux maintenant comment nous fonctionnons au niveau de nos processus intellectuels pour que nous puissions prendre des bonnes décisions. Nous avons des cogniticiens, des gens qui comprennent, des médecins, qui finalement nous permettent d'imaginer nos processus et de comprendre et de s'imprégner de nos processus cognitifs quand nous prenons des bonnes décisions. Et donc finalement les machines cognitives qu'on va mettre en place seront des machines qui seront bio-inspirées, à la fois suivant 3 axes. Le premier, c'est que c'est des machines qui vont apprendre. Contrairement aux machines traditionnelles où elles n'apprennent pas, c'est des machines qui vont être dotées d'algorithmes qui, au fil du temps, vont se bonifier dans le temps, vont être de plus en plus pertinents par rapport à des objectifs à atteindre. Le deuxième point, c'est comme je le disais tout à l'heure, eh bien, ce sont des algorithmes qui vont être implémentés, qui vont s'inspirer de la façon dont nous fonctionnons. Typiquement, et vous, certainement en tant que médecin et même dans notre vie de tous les jours, on est souvent confronté à une situation, et cette situation, c'est souvent la conséquence de causes, et on cherche à déterminer finalement la cause ou les causes qui engendrent ces conséquences-là. Donc c'est la plausibilité des causes qui engendrent les conséquences. Et ce type de mécanisme qu'on appelle notamment le raisonnement bayésien, on maîtrise bien, on commence à parfaitement bien maîtriser les mécanismes intellectuels qui régissent par rapport à ça, l'approche un peu de statisticien. Et c'est une des approches que nous avons pour pouvoir aider à dégager de la connaissance face à toutes ces données que nous avons et qu'il faut effectivement traiter. Le troisième point, c'est qu'on s'est dit qu'on était quand même assez bien fait dans notre tête et qu'on avait 100 milliards de neurones et que ces 100 milliards de neurones, l'architecture qui se déduit, elle doit être certainement très performante et elle l'est. Et en fait, depuis de très nombreuses années, on avait déjà implémenté des architectures logicielles inspirées des réseaux de neurones. Et aujourd'hui, donc, on est en mesure maintenant aussi d'avoir des architectures matérielles qui permettent de le faire. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, point important. Donc voilà pourquoi on est arrivé dans cette terre cognitive. La raison, c'est qu'on a besoin de connaître, de pouvoir traiter une quantité extrêmement importante d'informations et de pouvoir dégager de la connaissance, que cette connaissance à l'échelle humaine, nous ne sommes plus capables de le faire et que les machines, on aimerait bien qu'elles puissent le faire. Ça tombe bien, les machines maintenant, grâce à leur puissance à la fois technologique et des algorithmes, on est capable de le faire. Alors là, je vais illustrer ce que l'on fait chez IBM. On se projette à chaque fois à un instant donné, on se dit qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans. On se projette dans les 5 ans à venir. Alors, à aujourd'hui, si on revient 5 ans en arrière, on s'était intéressé à finalement les 5 sens. Est-ce que l'on serait en mesure de développer des technologies qui vont bien pour qu'on puisse finalement simuler nos 5 sens? Nous sommes arrivés. Nous avons eu des résultats intéressants, sauf peut-être pour la dimension olfactive où ça pose des soucis pour pouvoir modéliser notre capacité olfactive. En revanche, pour tout ce qui concerne les aspects kinesthésiques, tout ce qui concerne l'audition, la vue, etc., on a fait des progrès assez spectaculaires. Aujourd'hui, finalement, on se dit qu'est-ce qui va se passer dans les 5 ans à venir. Donc on se projette, c'est le nice to have, comme on dit. Qu'est-ce que l'on peut imaginer avec à la fois les technologies d'aujourd'hui et la projection dans 5 ans, et nos ingénieurs, qu'est-ce qu'on pourrait être amené à faire. Alors, 5 points. Le premier point, c'est que on va être en mesure de encore mieux comprendre les processus intellectuels et nos processus cérébraux qui sous-tendent, je dirais, nos comportements, nos actions, mais aussi toutes les maladies qui peuvent se déclencher, notamment les maladies de nature psychiatrique ou neurodégénérative. Alors, ça passe notamment par le fait qu'on s'intéresse beaucoup au comportement et l'étude de l'évolution du comportement d'une personne et de se dire qu'à partir d'une certaine situation, on peut considérer que quand on regarde le langage gestuel, quand on regarde peut-être l'activité des membres, etc., on peut peut-être déduire qu'il se passe des choses et on associe ces comportements à des traitements analytiques, j'y reviendrai tout à l'heure, pour mieux comprendre un peu peut-être une évolution, une pathologie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est typiquement chaque objet qui est, par exemple, dans cette salle a des propriétés physiques, et chacune de ces propriétés physiques, on peut considérer qu'en les intégrant, en les prenant en compte, ça permet d'avoir une cartographie globale. Donc on part du local pour aller au global.
Mais ça, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Le troisième point qui est intéressant, et là vous allez voir, dans le domaine de vos activités, ça peut être significatif, c'est tout ce qui concerne les objets connectés. Finalement, les objets connectés, c'est un certain nombre de capteurs qui vont prélever des données et qui vont permettre de comprendre, à partir des données collectées, un certain nombre d'informations. Et l'agrégation de l'ensemble de ces informations vont permettre effectivement de déduire, d'avoir une approche macro d'une situation. Voilà, donc typiquement, on retrouve ça dans le domaine par exemple de la conduite automobile. Chaque véhicule, je dirais, génère des données, et l'agglomération et l'agrégation de l'ensemble de ces données vont permettre effectivement de connaître globalement je dirais la circulation sur un site, dans une région. Excusez-moi, j'ai un peu du mal à respirer, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que je parle un peu trop vite. Je reprends un peu mon souffle. Voilà, excusez-moi. Alors le quatrième point, c'est tout simplement le fait que grâce aux technologies, merci pour avoir ouvert la fenêtre. Le quatrième point, c'est tout simplement les nanotechnologies qui permettent, avec un certain nombre de petits capteurs au niveau nano, effectivement de récupérer un certain nombre de valeurs, notamment dans le sang, notamment dans un certain nombre d'organes, pour mieux comprendre effectivement ce qui se passe au niveau du corps humain. Et l'agrégation de l'ensemble des informations produites vont nous permettre aussi d'obtenir des choses intéressantes et une meilleure compréhension de pathologie. Voilà. Le cinquième point, c'est des aspects je dirais, de mieux communiquer des informations à des vitesses beaucoup plus rapides qu'aujourd'hui, en utilisant les techniques de transfert d'informations au travers de la lumière, mais ça j'y passerai. Voilà. Voilà comment on s'imagine dans les 5 ans à venir. Donc ce qui est intéressant pour vous, pour nous, c'est principalement le point 1, le point 3 et le point, je dirais, le point 4. Et on voit qu'effectivement IBM se concentre beaucoup sur les applications dans le domaine de la santé. Alors, je voudrais revenir sur ce qu'on appelle une intelligence artificielle et finalement comment ces intelligences artificielles sont développées, notamment pour résoudre une problématique dans le domaine de la santé. Alors l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui existe depuis de très nombreuses années, depuis 1956. Vous voyez que ça a donné naissance, ça a pris naissance lors d'une conférence très connue en 1956. Et en fin de compte, finalement, c'est essayer de modéliser et de simuler des comportements cognitifs humains, ce que nous avons. Et globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, humains, quand on doit réaliser quelque chose, on a des objectifs à atteindre. On se définit des objectifs, un ou plusieurs objectifs. À partir de quoi? À partir finalement, de ce qu'on cherche à faire, bien sûr, c'est les objectifs, mais on tient compte de l'environnement extérieur, donc c'est finalement ce qui nous entoure, et on va essayer d'avoir un effet sur l'environnement extérieur pour pouvoir atteindre ces objectifs. Typiquement, vous êtes en voiture, donc je prends un exemple que tout le monde comprend, vous voulez aller du point A au point B, vous allez tenir compte de votre environnement extérieur pour agir sur l'environnement extérieur afin de pouvoir aller au point qui vous intéresse. Et donc ce qu'on cherche à faire quand on définit une intelligence artificielle, c'est typiquement de mettre en place ce type de démarche qui consiste à, je définis des objectifs et par rapport à ces objectifs, je tiens compte de l'environnement extérieur et j'agis sur l'environnement extérieur. Alors, maintenant je vais démystifier un point qui est important. On parle d'intelligence artificielle, on se dit que grâce ou à cause de l'intelligence artificielle, finalement les machines vont dépasser l'homme, vont être au-dessus de l'homme. Alors aujourd'hui, quand on développe une intelligence artificielle, l'intelligence artificielle va fonctionner, je dirais, par rapport aux objectifs qui aura été définis, qui aura été conçus par l'humain en fonction du besoin exprimé par les professionnels, en l'occurrence vous, les médecins, les chercheurs dans un domaine particulier. En aucun cas, une intelligence artificielle va être en mesure de dire je prends de l'autonomie de ce pourquoi j'ai été conçu et je vais moi-même prendre une autre stratégie, je vais définir d'autres objectifs. On n'en est pas là. Donc ce qui va se passer, c'est que si on développe une intelligence artificielle qui est bien faite, elle va être extrêmement performante, extrêmement efficace par rapport à ce à quoi elle a été conçue, donc elle va apporter une véritable amélioration par rapport à ce qui peut exister, mais en aucun cas, c'est ce qu'on appelle une intelligence artificielle faible, mais en aucun cas l'intelligence artificielle va prendre conscience de ce qu'elle fait, encore que
faudrait qu'on puisse définir ce que c'est que la conscience, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, ce n'est pas mon domaine de compétence et ce n'est pas l'objet. Mais en aucun cas, la machine va dire, ben voilà, je prends le relais de ce pourquoi j'ai été conçu et j'ai une autre stratégie, j'ai d'autres objectifs, je définis d'autres actions, qui seraient ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte et qui n'existe pas. Donc ça, c'est important de le préciser pour démystifier, je dirais, ce qu'on a on a tendance un petit peu à entendre en ce moment en disant, ben voilà, l'intelligence artificielle va dominer l'humain. Non, va être beaucoup plus efficace pour aider l'humain dans la réalisation de son métier et de ses tâches. Voilà, c'est vraiment important de le préciser. Alors, le Graal de l'intelligence artificielle, je voudrais juste faire une petite parenthèse là-dessus, c'est tout simplement, est-ce que l'on peut définir une intelligence artificielle qui soit suffisamment performante pour que finalement un humain ait l'impression de discuter avec un autre humain, alors qu'en fin de compte, il discute avec une machine, avec une intelligence artificielle. En fait, on essaye de faire ça depuis de très nombreuses années et on n'y arrive pas. Et bien tout simplement parce que nous ne sommes pas encore en mesure de simuler le comportement humain dans toute sa grandeur, si je peux dire, pour faire croire à un autre humain qu'il est en train de discuter avec un autre humain. Donc on n'y arrive pas encore. Et je pense qu'on n'est pas prêt d'y arriver pour tout un ensemble de raisons qui sont liées tout simplement au fait qu'il y a des finesses humaines, il y a des comportements très spécifiques, quelquefois très subjectifs humains, qui font que grâce à ces comportements subjectifs, on se rend compte qu'on a bien en face de nous un humain. Alors pour ça, je vais donner une petite illustration intéressante. Je ne sais pas s'il y a parmi vous des mélomanes. Il y a une expérience qui a été intéressante qui a été réalisée, qui consistait à prendre une partition, donc de musique classique, qui était parfaitement annotée par le compositeur. Il y avait effectivement les notes, il y avait le rythme, il y avait les nuances, tout était complètement indiqué, parfaitement indiqué. Il y avait la part de subjectivité était réduite à la plus simple expression. Et on a fait jouer cette partition à une machine. Donc c'était en l'occurrence une œuvre pianistique, du piano, et on a fait jouer cette œuvre-là par un piano. Et effectivement, donc on a mis une personne en face, donc un mélomane, et qui a écouté l'interprétation de cette œuvre par une machine, et bien sûr par des interprètes humains. Et en fait, vous vous en doutez du résultat, eh bien, le mélomane a considéré que l'œuvre interprétée par la machine était la plus mauvaise, alors qu'il l'a jouée à la perfection. Et donc ça prouve bien qu'il y a des petites subtilités dans la nuance, dans l'interprétation, qui fait que cette subtilité qui est propre à l'humain est détectée par l'humain, et c'est tout ce qui fait les petites nuances. Voilà. C'est pour vous dire qu'on a encore beaucoup de travail pour essayer de comprendre encore plein de choses sur l'humain. Alors, cette intelligence artificielle, elle permet de faire plein de choses. Bon, je vais certainement pas, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais globalement, ça nous permet de prendre des décisions, globalement, de décisions dans différentes situations, dans l'incertain. Souvent, on est amené à prendre des décisions dans un contexte où on n'est pas sûr de ce qui se passe autour de nous. Des décisions qui nécessitent quelquefois, où on est amené peut-être à avoir en face de nous plusieurs stratégies, et les stratégies peuvent être plus ou moins concurrentes ou antinomiques les unes avec les autres. Je ne vais pas tous les balayer. Ce qui est important là-dessus, c'est aussi de dire qu'on s'intéresse beaucoup maintenant à l'étude comportementale, notamment à l'intentionnalité, au sentiment, à l'atypisme, tout ce qui fait de l'humain des particularités qui nous permettent de détecter des choses qui sont particulières, qui sont personnelles et qui peuvent être intégrées, je dirais, dans un protocole, dans le suivi d'un patient et qui permettent de déterminer peut-être l'évolution d'une trajectoire dans son comportement. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails là-dessus, mais c'est pour vous dire que le champ des possibles est assez impressionnant là-dessus. Alors, vous avez tous entendu parler du machine learning. Je voudrais juste vraiment démystifier un peu l'ensemble de tous ces sujets pour que vous vous rendiez compte un peu le champ des possibles. Finalement, comme je disais tout à l'heure, le cognitif est rendu possible grâce au fait que maintenant les algorithmes apprennent, se bonifient avec le temps, s'améliorent avec le temps. Et donc, l'idée, c'est que par rapport à un objectif qu'on cherche à atteindre, eh bien le système, comme je disais, va être de plus en plus performant, de plus en plus efficace et va nous permettre finalement d'améliorer notre intuition, puisqu'encore une fois, on va se baser sur ce que va produire le système pour que derrière nous, on prenne le relais et améliorer notre intuition sur ce que devrait être la bonne décision pour une action particulière.
Alors, il y a 4 façons de faire du machine learning et de l'apprentissage. La première, et vous allez sentir intuitivement que c'est un peu ce qui nous arrive à nous, je dirais, dans notre quotidien, depuis notre tendre enfance. La première, c'est l'apprentissage supervisé, où globalement, on va apprendre à quelqu'un un domaine d'expertise, un savoir-faire, et donc il y a une phase d'entraînement. On va expliquer au système comment il doit se comporter face à telle situation. Typiquement, lorsqu'on a un enfant et qu'on essaie de lui expliquer l'étape de multiplication, eh bien on est en mode supervisé. On va lui expliquer comment est fait une table de multiplication, comment on apprend une table de multiplication. Là, on est typiquement dans du supervisé. L'apprentissage non supervisé, c'est le système va se débrouiller tout seul pour essayer de trouver des choses qui sont un petit peu particulières, va permettre de regrouper les individus suivant des similarités, par exemple, qui peut signifier qu'ils ont une pathologie particulière en fonction d'un certain nombre d'éléments, notamment de nature biologique, de nature comportementale, etc. Le troisième point qui est intéressant aussi, c'est l'apprentissage par renforcement. Alors on l'a tous vécu, et on le fait tous peut-être après auprès de nos enfants. C'est typiquement l'illustration, j'appelle ça les techniques de l'apprentissage par le bâton et la carotte, on va dire ça comme ça. On cache un objet dans une pièce et on va dire à l'enfant d'aller trouver l'objet, simplement en lui disant quand il va évoluer, c'est chaud, c'est froid, tout simplement. Et c'est intéressant qu'avec ces stratégies, je dirais, de bâton et de la carotte, eh bien, le système, en l'occurrence là l'enfant, mais le système va être amené à trouver, à converger vers là où se trouve l'endroit. Et puis les autres techniques d'apprentissage, qu'on appelle les apprentissages contradictoires, on explique finalement ce qu'il faut faire, mais il faut aussi expliquer ce qu'il ne faut pas faire, et de dire, voilà les erreurs à ne pas commettre, et ça c'est important pour que l'intelligence artificielle qui va être réalisée puisse savoir se comporter quand il est face à des choses à faire, et comment il doit se comporter quand il y a des choses qu'il ne faut pas faire, et quelle est la bonne chose à faire, le bon comportement. Donc je vais passer ça parce que ça c'est une dimension un peu technique. Alors, point qui est important, comment ça fonctionne un petit peu tout ça? C'est tout simplement, comme je vous le disais, beaucoup d'algorithmes de type machine learning reposent sur des réseaux de neurones. Réseau de neurones, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est parce que je pense que vous êtes mieux placé que moi. Simplement que finalement, les algorithmes ont la capacité finalement de travailler sur l'efficacité synaptique entre les neurones et que grâce à des fonctions d'apprentissage, comme j'évoquais tout à l'heure, eh bien ces efficacités synaptiques s'adaptent au fil du temps, pendant l'apprentissage et après l'apprentissage pour pouvoir être de plus en plus pertinent dans l'exercice de l'activité de cette intelligence artificielle. Alors, je disais tout à l'heure qu'on était en mesure maintenant de développer des réseaux de neurones au niveau matériel. Aujourd'hui, par exemple, IBM a développé donc un processeur qui est composé de 1 million de neurones. 1 million de neurones avec la possibilité, au travers d'un langage qui va bien, d'interconnecter l'ensemble de ces neurones. Et une des applications que nous avons réalisées dans un de nos laboratoires chez IBM, c'est en association donc avec des chercheurs, nous avons interconnecté 48 processeurs pour simuler le comportement d'un petit rongeur dans son évolution au niveau de sa marche, au niveau de sa réaction face à la lumière, face à la peur, etc. Et ça marche plutôt pas mal. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on est en mesure de s'approprier avec les algorithmes qui vont bien, et je vais l'évoquer tout à l'heure, on peut s'approprier du comportement jusqu'à un petit rongeur maintenant, et voilà, c'est une étape importante qui a été franchie. Alors, on a vu un petit peu toutes ces techniques, un peu de façon extrêmement superficielle, d'intelligence artificielle, de machine learning, etc. Ça, ce sont les techniques. En revanche, maintenant, on a un sujet. Quand vous êtes face à une problématique particulière dans le cadre de votre métier, face à une pathologie, face à une situation quelconque, vous allez effectivement, grâce à ces technologies du type intelligence artificielle, vous souhaitez effectivement qu'elles puissent vous aider à la prise de décision. Auparavant, ce qu'il faut faire, c'est finalement, c'est conceptualiser le problème, conceptualiser le phénomène dans lequel vous êtes. Et vous voyez ici, voilà par exemple l'objet. C'est ça la vérité, c'est un phénomène, c'est une pathologie, c'est une maladie, c'est ce que l'on veut, c'est un problème de fraude, c'est un problème, peu importe. Et ce qui est intéressant, c'est que suivant l'angle de lecture que nous avons, nous, d'un point de vue humain, nous avons une perception de la vérité qui est différente.
Vous voyez, ça c'est la vérité en tant que telle, en tant qu'autonome. Et suivant la façon dont on le regarde, c'est soit un carré, soit un cercle. Et quand on va développer une intelligence artificielle, le problème c'est qu'on va essayer finalement de travailler et de faire en sorte que le système soit capable de nous aider à prendre de la décision. La difficulté que nous avons, c'est qu'il va le faire au travers de la façon dont on aura conceptualisé le phénomène que l'on cherche à étudier. Par exemple, une pathologie. Et donc là, on a un vrai sujet qui est important et sur lequel IBM travaille avec vous, avec les professionnels, notamment les professionnels de santé, face à un phénomène, c'est de se dire mais comment on peut essayer en travaillant ensemble, en ayant plusieurs points de vue, faire en sorte qu'on ait une représentation la plus fine possible du phénomène. Et donc ça c'est une phase très importante au moment où on définit l'intelligence artificielle qu'on appelle la phase de conceptualisation. Et ça se fait avec en l'occurrence dans le domaine de la santé, avec les professionnels de santé pour bien s'approprier du contexte dans lequel on est. Une fois qu'on a fait cette conceptualisation, je dirais qu'après c'est relativement simple parce qu'on modélise, on écrit les algos qui vont bien, ce que j'ai un petit peu décrit là, et les algos après on les implémente sur les technologies que j'évoquerai un petit peu tout à l'heure, notamment celle de Watson, dont vous avez peut-être entendu parler, et je vais expliquer un petit peu après comment ça fonctionne. Mais globalement c'est très important de comprendre qu'il y a une phase avec vous, d'appropriation du phénomène dans lequel qu'on cherche à adresser. Bon, je vais passer ce slide parce que c'est un petit peu important, pas très important. Ici, pourquoi on a besoin de tout ça? J'évoquais pourquoi on a besoin de mettre en place toutes ces techniques de cognitif. Rappelez-vous, je vous ai parlé qu'en on est complètement entouré d'informations, on produit de l'information et on est entouré d'informations. Regardez ce qui se passe en 1 minute. Regardez la variété d'informations qui est échangée en 1 minute au travers le monde. Et vous voyez qu'il y a de la variété, il y a du volume et il y a des vitesses qui sont complètement différentes. On a du texte, on a de l'image, on a du son, on a bien sûr beaucoup de flux de type réseaux sociaux, on a de l'imagerie, on a énormément de choses. Et c'est ça qu'il va falloir prendre en compte. Et les systèmes que l'on met en place maintenant ont pour objectif de manipuler, d'exploiter ces données qui vont faire qu'à partir d'une intelligence artificielle qu'on aura définie, vont vous permettre de prendre les bonnes décisions. Ah. Alors, ce qui est important à remarquer aussi, c'est que quand on regarde l'ensemble des données, vous manipulez vous-même beaucoup de données. Il y a 2 types de données. Il y a les données dites non structurées et les données structurées. Les données structurées, c'est que vous savez que par exemple à tel endroit, vous allez trouver dans un texte ou dans un tableur ou un endroit particulier, vous savez que vous manipulez un âge, que vous manipulez une valeur d'un biomarqueur ou autre. Bon. Je dirais que c'est des données importantes, bien sûr, mais il y a aussi d'autres données qu'on appelle les données non structurées, où en fin de compte, on ne sait pas trop où se trouvent les données. C'est typiquement ce que l'on trouve dans des mails, ce qu'on trouve dans des réseaux sociaux. Et il faut faire une analyse syntaxique du contenu d'un mail pour savoir la signification des données manipulées. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que ça représente 80% des données qui nous entourent aujourd'hui. Et donc, toutes les intelligences artificielles qu'on est en train de mettre en place ont pour objectif, effectivement, de prendre en compte 80% de ces données qui sont des données non structurées qui sont importantes, notamment vous, quand vous faites des comptes rendus médicaux, quand vous faites tout un ensemble de choses, eh bien il faut que les systèmes soient capables d'exploiter l'ensemble de ces données. Sachant qu'en plus, il y a près de 25% des données, parce qu'elles sont de nature non structurée, de la façon dont on s'exprime, peuvent être plus ou moins ambiguës, et l'ambiguïté elle est levée par le contexte dans lequel on est. Donc c'est un vrai sujet et je voulais juste évoquer avec vous cette problématique de l'intelligence artificielle, mais on sait le traiter, on sait le résoudre et on sait apporter, je dirais, des solutions parce qu'il y a des linguistes qui travaillent avec nous, il y a des gens qui vont travailler avec des professionnels de santé comme vous, pour s'approprier du contexte médical dans lequel vous êtes et bien s'imprégner de la dimension sémantique. Alors, tout ça pourquoi faire finalement ? Tout ça pourquoi faire? C'est finalement, encore une fois je disais, c'est pour pouvoir être en mesure de prendre la bonne décision. La décision relève toujours du professionnel de santé, relève toujours de l'humain, mais globalement, ces intelligences artificielles que j'ai évoquées tout à l'heure, elles vont permettre de faire 3 choses.
La première, c'est de faire un état descriptif d'une situation. Donc typiquement, voilà, un patient vient avec un symptôme, vous allez caractériser un symptôme, déterminer effectivement tout un ensemble de choses relevant du symptôme. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir diagnostiquer, pronostiquer la maladie. Donc là, on est dans une approche descriptive. Là, vous allez faire de la généralisation ou de l'induction et d'en déduire effectivement la pathologie correspondante. Une fois que vous avez fait ça, eh bien vous allez rentrer dans une approche de prescription et de déterminer quel est effectivement le traitement le plus approprié et en vue effectivement voilà, vous prenez une décision, des actions et en vue de regarder les résultats obtenus. Voilà en fin de compte la démarche un petit peu qui est mise en œuvre dans les systèmes cognitifs, dont notamment Watson, qui permettent notamment d'apporter de l'aide au diagnostic ou de l'aide au traitement. Tout ça pour quoi faire? Globalement, c'est pour être en mesure, à partir d'observations, donc les systèmes vont être en mesure d'observer, de pouvoir interpréter, de pouvoir évaluer une situation en vue de mieux pouvoir prendre la décision la plus pertinente pour vous. C'est vous-même qui prenez la décision, mais une décision éclairée, avec une part d'objectivité la plus forte possible, et ce qui permet globalement voilà, de baisser le taux d'erreur, ou de ce qu'on appelle les faux positifs ou les faux négatifs, ou augmenter la spécificité ou la sensibilité lorsque vous êtes confronté à un choix. Alors Watson dans tout ça, je voulais juste faire un petit sondage là, qui a entendu parler de Watson? Quand même, quelques personnes. Alors Watson, c'est l'illustration de ce que je viens d'expliquer. Globalement, Watson, c'est un système qui est un système d'aide à la décision, qui est conçu pour accompagner un professionnel dans un domaine, notamment dans le domaine de la santé, pour manipuler des données en très grande quantité, comme je disais, dégager de la connaissance, imaginer, je dirais, au travers de ces données, un certain nombre de situations, d'informations qui vont être remontées, qui vont être portées aux professionnels pour qu'ils puissent prendre la décision qui va bien. Alors, ça procède de plusieurs choses. D'abord, quand vous êtes face à un ordinateur, généralement, aujourd'hui, l'ordinateur, vous êtes obligé de vous mettre à son niveau de dialogue, de communication, si je peux dire, pour pouvoir échanger avec lui. Avec Watson, dès lors qu'il a été formé pour travailler avec vous dans un domaine particulier, vous allez pouvoir dialoguer avec lui dans votre langage à vous. Que ce soit au niveau du clavier ou que ce soit même au niveau vocal, il sera en mesure de comprendre, de vous comprendre dans votre langage avec vos termes à vous. Vous n'avez pas besoin de transcrire, d'adapter, de vous adapter à son langage, ça sera avec le vôtre. Et donc, l'interaction qui va s'opérer, ça va être une interaction en langage naturel. Généralement, les questions que vous allez lui formuler, c'est des questions qui vont nécessiter qu'il aille faire une interprétation sémantique, à la fois du contenu de ce que vous lui posez comme question, mais aussi des informations que vous attendez, donc la réponse à ce que vous attendez. Et donc, il va faire une recherche sémantique dans toute la littérature qu'il peut avoir, dans toutes les bases qu'il peut avoir, dans toutes les connaissances qu'il peut avoir, par exemple au niveau des dossiers patients, par exemple, mais pas que. Et puis, il va vous restituer la réponse dans votre langage à vous. Et ce qui est intéressant avec Watson, c'est que, d'abord, effectivement, il dialogue dans votre langage, mais surtout, quand il vous donne une réponse, il vous explique comment il obtient cette réponse. Pourquoi il obtient telle réponse. Exemple. On est face à une problématique ce que je vous dis là, c'est une illustration très concrète. Watson est utilisé en oncologie aux États-Unis et donc l'aide au traitement. Et lorsqu'effectivement on consulte Watson pour un dossier médical, eh bien Watson va dire voilà, le traitement le plus approprié compte tenu d'un certain nombre de choses, etc. Voilà, c'est tel médicament, c'est tel traitement, etc., etc. Et il explique pourquoi. Il explique pourquoi. En donnant en plus un indice de confiance, on va dire, sur pourquoi il a choisi tel traitement plutôt que tel autre. Donc avec une classification en termes de pertinence des résultats. Alors ça pour un effet intéressant, ce genre de choses, parce que d'abord on peut dialoguer avec la machine, donc il y a une interaction qui s'opère entre l'homme et la machine. Et puis, finalement, la personne, l'humain, il y a une sorte de dialogue qui s'établit, donc comme je disais, et au travers de ce dialogue, eh bien finalement, à la fois la machine s'améliore,
et l'humain s'améliore du fait de ces interactions. J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas d'intelligence sans apprentissage et il n'y a pas d'apprentissage sans interaction. Et le fait que la machine et l'humain puissent dialoguer aussi naturellement que ça change fondamentalement le rapport qu'il peut y avoir entre l'homme et la machine. C'est extrêmement souple et c'est extrêmement efficace. Voilà, je dirais, l'avantage majeur au niveau de Watson. Alors maintenant, si je regarde un petit peu en détail là où Watson peut intervenir dans la recherche biomédicale, sur les essais cliniques, peut être un assistant aux professionnels de santé, notamment au niveau de l'oncologie. On travaille beaucoup sur des problématiques d'imagerie avec Watson. Donc c'est encore une fois, tout ça repose sur le fait qu'on met en œuvre au départ tout ce que j'ai pu expliquer, hein, c'est-à-dire on essaie de conceptualiser une problématique, on essaie de comprendre ce que l'on cherche à faire, on essaye effectivement de s'approprier les données que nous avons à notre disposition, qui peuvent être des données cliniques, des données omiques, des données comportementales, des données d'imagerie. On s'intéresse bien sûr beaucoup au parcours de soins avec Watson, et puis la dimension de la valorisation et la dimension économique là-dessus. Voilà, voilà ce que Watson, avec toutes, je dirais, les différentes composantes, différentes technologies, permet de faire. Et vous voyez que là, on est en train de manipuler des quantités extrêmement importantes de dossiers patients, de publications médicales, des publications de recherche. Et la parfaite illustration de ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est Watson for Oncology, qui existe maintenant depuis quelques années, donc dans un laboratoire aux États-Unis qui s'appelle le Memorial, et qui permet finalement d'aider les professionnels de santé à déterminer le meilleur traitement à partir du dossier patient, à partir de tout un ensemble d'informations qui sont liées à la fois aux patients, à la fois aux médicaments existants, aux publications existantes, aux interactions médicamenteuses qu'il peut y avoir si la personne ou si le patient a d'autres traitements par ailleurs. Et ce qui est intéressant dans le quotidien avec Watson, donc dans cet hôpital, c'est qu'il y a l'équivalent des RCP, bien sûr, aux États-Unis, évidemment. Et en fait, Watson, dans le cadre de réunions de staff, quand il y a un dossier qui est un petit peu délicat, eh bien, Watson est invité. Effectivement, on utilise Watson au départ pour préparer le RCP, mais est invité aussi pendant les réunions de staff pour pouvoir participer et consulter Watson pour regarder effectivement qu'est-ce qui pourrait être amené à proposer, à répondre. Voilà. Sachant que, encore une fois, et je précise, et c'est important, la décision revient toujours à l'humain. C'est juste, on utilise ce type de technologie en consultation, mais l'éclairage apporté permet finalement d'améliorer l'intuition du professionnel, de l'expert qu'il est. Voilà ce que je voulais partager avec vous. De l'état de l'art, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc j'ai brossé extrêmement rapidement, pardonnez-moi, mais le temps était imparti, ce n'était pas l'objet d'approfondir les sujets sur l'intelligence artificielle, sur le machine learning, etc. C'est juste quand même pour démystifier un petit peu l'ensemble de ces sujets, vous expliquer le champ des possibles, ce que ça permet de faire, et ce que ça ne fait pas, hein, pour rassurer un petit peu les professionnels, notamment de la santé, sur l'usage de ce type de technologie pour améliorer le quotidien, donc, notamment de vous-même. Voilà ce que je voulais évoquer. Alors, si vous avez des remarques, des questions, je suppose que ça va en déclencher. Je suis là pour ça, pour répondre.